Bon, aujourd'hui, on va parler d'un très très grand monsieur qui est un peu une personnalité inclassable tellement il a été visionnaire et a fait des choses dans sa vie. C'est Jean Prouvé. Alors, on va le voir, il a plein de casquettes différentes et dans cet épisode, j'aimerais qu'on s'arrête sur la chaise métropole, dite chaise standard, qui est encore aujourd'hui complètement emblématique et qui est assez manifeste en fait de sa pensée. Cette chaise, on la voit beaucoup au puces, sur des sites de seconde main, dans les galeries. Elle est aussi d'ailleurs rééditée aujourd'hui. Vous savez, c'est cette chaise au look assez simple, mais très quand même rustique et massif, en métal et en bois. Donc l'idée de Jean Prouvé, c'est de combiner avec cette chaise un piétement arrière en tôle pliée, qui est très très solide, avec des pieds devant qui sont beaucoup plus fins. Je vais vous mettre un lien dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez aller voir les photos. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vu, en fait, elle existe en de très très nombreuses couleurs et puis variantes aussi. Franchement, moi, après toutes les recherches que j'ai faites là sur Jean Prouvé, je peux vous dire que je l'aime encore plus qu'avant. Parce que franchement, c'est un type qui est génial, qui a une personnalité discrète, modeste, mais ultra généreuse. Il est surtout constructeur d'une pensée humaniste. C'est quelqu'un qui était hyper engagé. Et aujourd'hui, il aurait été très content, je pense, de voir que des constructions plus légères font leur retour en architecture. Je pense qu'il sera en revanche un peu agacé de voir tous ces meubles d'époque là qui sont vendus à des prix un peu stratosphériques dans des salles de vente aux enchères. Parce que lui, son truc, c'est de faire vraiment le plus pour le plus grand nombre, à des prix accessibles. Il n'a jamais voulu que ses créations soient réservées à une élite. Alors, pour situer un petit peu, Jean Prouvé, il est né en 1901. Il est né à Nancy, il vit à Nancy. Il sera un ami des grands architectes tels que Le Corbusier, Jeanneret, Perriand, Oscar Niemeyer, etc. Et comment il débute ? Alors en fait, quand il est adolescent, lui, ce qu'il voudrait, c'est être ingénieur ou travailler dans l'aéronautique. Mais lorsque la Première Guerre mondiale éclate, sa famille a un peu des difficultés financières. Son père est artiste, très connu, mais quand même. Donc pour commencer à gagner sa vie, en fait, il bifurque dans l'apprentissage. Et il a même dit que ça a été la plus grande chance de sa vie. Il choisit la ferronnerie, il se spécialise dans le travail de l'acier. Il adore ce matériau qui le fascine, qui représente aussi le progrès en fait. Il aime le travailler, s'y confronter. Il a une excellente maîtrise technique du métal et cette connaissance du travail de l'acier va aussi beaucoup l'aider dans tout ce qu'il va créer après, que ce soit dans l'architecture ou dans le mobilier. Il utilisera la juste quantité, la technique juste pour répondre à un besoin au quotidien très précis, etc. Lui, c'est vraiment l'authenticité, le vrai. Et donc en fait, rapidement, de forgeron d'art, il passe à la construction. J'en prouvais, donc c'était vraiment un constructeur dans tous les sens du terme. Et sa règle d'or, c'était d'ailleurs, l'homme est sur cette terre pour créer. Et puis, il l'a fait, en fait, toute sa vie à différentes échelles. Il n'avait aucune formation ni de designer ni d'architecte. Je crois quand même qu'à la fin de sa vie, l'ordre des architectes l'adoube architecte. Et on va comprendre pourquoi. Mais en tout cas, au début, et surtout quand on regarde là ses constructions, on se dit que c'est fait de briques et de broc. On l'appelle même le torpilleur de tôle. Mais tout est pensé pour être assemblé de façon simple, pratique. Le métal avec le bois, avec le verre. Et chacune de ses créations, on retrouve cette dimension sociale aussi forte, un esprit presque utopiste. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un humaniste. Et en fait, il travaille vraiment pour le bien de tous. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale sera l'occasion de transformer un petit peu ces utopies en réalité parce que il avait rejoint la résistance et puis après, il va vraiment devenir un des artisans des bâtiments d'urgence de l'après-guerre. Donc en fait, en 1945, il faut reconstruire vite. Et lui, il met au point des maisons pour les sinistrés avec ses ouvriers. Et en fait, c'est des maisons qui pouvaient être assemblées en une seule journée. Donc, Prouvé, c'est pas du tout l'homme du béton. En revanche, lui, il est fasciné par tout ce que l'industrie peut faire. Donc, son rêve, c'est reproduire, en fait, ses créations en grande série. Que ce soit dans l'architecture, mais aussi dans le mobilier. Donc, à chaque fois, il utilise des éléments reproductibles, des choses légères pour les transporter sur place, les monter rapidement, les démonter, puis les remonter ailleurs aussi potentiellement, etc. Et en faisant mes recherches, il y a une phrase qui est souvent revenue, mais il disait qu'en fait, la maison de ses rêves, c'était une maison qui serait construite dans une usine. Il voulait vraiment reconstruire, en fait, à ce moment-là, pour les plus défavorisés, avec des maisons en préfabriqué, qui étaient en métal et en bois, justement. Et c'était un peu complètement osé et révolutionnaire. On le prenait un peu pour un fou, surtout que on pouvait avoir l'impression, en regardant ses projets, qu'il s'opposait un peu à la pérennité, parce qu'en utilisant des choses légères, on se disait, ça va pas être très pérenne. Mais en fait, pas du tout. Il en est pour preuve que aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a restauré plusieurs de ses ouvrages, il y a très très peu de choses qui avaient dû être changées en termes de matériaux techniques.
À l'époque, après la guerre, donc le gouvernement plutôt privilégie en fait la filière béton et pas vraiment écouter du coup les recommandations de Prouvé parce que pénurie d'acier. Donc en fait à l'époque on se dit que ça va être compliqué de mettre en place ce que Jean Prouvé voulait mettre en place avec des structures en acier. Mais encore aujourd'hui en fait tous les architectes et tous les ingénieurs ont salué vraiment le génie de Jean Prouvé. C'est vraiment un avant-gardiste. Il disait souvent que créer un mobilier ou un bâtiment c'était en fait intimement lié. Et j'ai lu aussi dans un article un autre truc, une anecdote là-dessus qui disait qu'en fait pour un projet de bâtiment, il avait pensé à un auvent en reprenant le même dessin que l'une de ses tables un peu phares à laquelle il avait juste ajouté un troisième pied en fait. Donc vraiment l'habitat ou le meuble pour lui c'est juste une question d'échelle mais la façon de penser c'est la même. Et pour le mobilier aussi il fait toujours en sorte que ce soit le moins cher possible, le plus fonctionnel, sans fioritures, etc. Et la temporalité de ces pièces c'est vraiment celle de l'usure mécanique. C'est construire des objets qui vont durer pour la vie et qui vont résister à une utilisation quotidienne, qui vont se patiner, etc. Et c'est vraiment un pari qu'il a réussi à tenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le mobilier de Jean Prouvé reste iconique. Comme la chaise standard, du coup, ça y est, on y vient. Alors elle s'inscrit donc dans la droite lignée de tout le mobilier de Jean Prouvé, qu'il a produit en tôle d'acier pliée. Et à chaque fois, avec des formes simples, mais très présentes. Quand on voit un meuble de Prouvé, on sait que voilà, la qualité des matériaux, elle n'a pas été mise de côté, que la technique a guidé la forme, etc. Et c'est exactement ce qui se passe quand on regarde la chaise standard. Je pense clairement que on est nombreux quand on la voit à s'être dit, voilà une chaise qui fait pas semblant. À l'origine, cette chaise s'appelle la chaise Métropole. Elle date de 1934. C'est le résultat de plusieurs recherches pour des chaises de bureau. Apparemment, ce serait en fait le 4e modèle. Il existe vraiment plein de variantes qui ont suivi ce modèle, qui sont très proches aussi visuellement. C'est d'ailleurs pas facile de les différencier, on les confond souvent. Alors pour vous la décrire un petit peu cette chaise, on a une assise et un dossier qui sont en bois. Et après, les pieds de derrière, ils sont en tôle d'acier plié. Donc en fait, c'est comme si c'était deux structures en feuilles de métal pliées puis soudées. Et en fait, ce traitement pour permettre une grande résistance. Et ces feuilles sont assez larges. De profil, elles ressemblent un petit peu à des ailes d'avion qui s'élargissent au niveau de l'assise et qui se rétrécissent aux deux extrémités. Et en fait, ça relie du coup à la fois l'assise et le dossier. C'est sur l'arrière d'une chaise, en général, que la tension est la plus forte, parce que c'est la partie donc qui supporte le poids du torse. Donc c'est pour ça que c'est la partie qu'il a renforcée. Et puis dans cette chaise, en fait, il y a très peu d'éléments, c'est-à-dire que tout est assemblé hyper facilement, hyper intuitivement, etc. Et comme il était très soucieux aussi de créer du mobilier collectif pour les écoles, les cités universitaires, etc., il a pensé cette chaise en termes de résistance pour qu'on puisse aussi, sans problème, se balancer en arrière. Et puis, on la voit, cette chaise, avec du métal un peu coloré. Moi, je trouve que la version avec le métal vert, enfin, quand elle est peinte en vert, par exemple, je trouve elles sont particulièrement belles. Il existe aussi une version entièrement en bois et une autre qui s'appelle la numéro 300 qui est entièrement démontable. Je vous mettrai des photos sur Instagram. Cette chaise, elle existe dans une version donc atelier Jean Prouvé, qui sont les modèles qui datent des années 50. Et ensuite, elle a un peu tombé dans l'oubli et avant d'être rééditée dans les années 2000 avec un process industriel un petit peu différent, notamment au niveau des soudures qui sont maintenant avec des robots. Donc du coup, c'est des soudures continues. Et c'est justement de cette réédition qu'elle va hériter du nom de chaise standard pour la différencier justement des autres éditions. Donc on peut presque 90 ans après sa création s'offrir une chaise neuve de Jean Prouvé. Évidemment la version Métropole a plus de charme, mais voilà, pour moi toutes les versions incarnent, je trouve, hyper bien sa vision du design, une élégance économe qui va mêler l'esthétisme avec la résistance, l'économie de la matière, la simplicité de l'assemblage. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce grand monsieur qui était Jean Prouvé.